ELODI, c'est l'acronyme pour enseigner la lecture de manière optimale aux élèves ayant une déficience intellectuelle. Donc ma présentation du jour, elle s'intitule « Enseigner la lecture à des élèves présentant une déficience intellectuelle ». Donc c'est vraiment un travail de recherche qui a été mené à la HEP Vaud et également à l'Université de Genève. Donc on est avec Rachel Sermier-Desmontet, on est responsable de ce projet. Et puis on a comme collaboratrices Anne-Françoise de Chambrier, Anne-Laure Linder et Nathalie Meuly de la HEP qui ont travaillé avec nous. Et puis à l'Université de Genève, on a deux partenaires, on a Britt-Marie Martini-Villemin et Céline Chatenoux qui ont participé à ce projet. Donc on était parti d'un constat. On connaît en fait l'intérêt du rôle de la maîtrise de la lecture pour la participation sociale de tout individu et notamment des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Et la recherche de ces 2 dernières décennies a montré que la lecture, elle permet une plus grande autonomie dans la vie quotidienne de ces personnes. Notamment, elle leur donne accès aux activités de loisirs. Elle montre que ces personnes-là ont une estime de soi accrue. Donc, on connaît toute l'importance du rôle de la lecture. Et quand on regarde ensuite le niveau de lecture des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, on se rend compte que nombreux individus sont en difficulté en lecture, voire même sont illettrés, de jeunes adultes qui sont illettrés, qui n'ont pas eu accès à la lecture. Ces difficultés, elles pourraient s'expliquer uniquement par leur potentiel intellectuel, par leur niveau intellectuel, par leur déficience intellectuelle. Or, ce potentiel d'apprentissage n'explique pas l'intégralité de ces difficultés. Donc on peut dire qu'ils ont des compétences bien en dessous de celles qui sont attendues compte tenu de leurs compétences cognitives. Donc vraisemblablement, il y aurait d'autres raisons qui expliqueraient le fait que ces personnes-là n'aient pas accès, ne deviennent pas lecteurs ou en tout cas ne deviennent pas des lecteurs qui minimalement soient capables de décoder des petits textes, etc. Je ne dis pas des lecteurs fluides qui auraient par exemple une lecture, qui pourraient lire un livre de 500 pages, mais au moins qui auraient une lecture fonctionnelle qui leur permettrait toutes les activités de la vie quotidienne. Donc leur compétence cognitive ne permet pas d'expliquer les difficultés. Vraisemblablement, il y a des raisons plutôt environnementales qui permettrait d'expliquer ces difficultés. Et ces élèves-là, les élèves qui présentent une déficience intellectuelle, ont très souvent un potentiel d'apprentissage qui est sous-estimé par les enseignants. Donc on estime souvent qu'ils ne vont pas avoir accès à la lecture. Aussi parce qu'ils n'ont pas, les enseignants, d'outils forcément à disposition pour leur enseigner la lecture qui soit adaptés à ces élèves-là. Alors notre projet, donc on est parti de ce constat-là, et notre projet, c'était de développer avec et pour les enseignants. Donc on a vraiment l'idée de travailler pour les enseignants, mais aussi avec les enseignants pendant tout le processus de la construction de notre outil. Donc on voulait développer un outil d'enseignement de la lecture pour les élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne. Et après la construction de cet outil, on a voulu évaluer les effets de cet outil sur les apprentissages de ces élèves-là. On sait, et ça je reprends une citation de Guagou et Seb, que tout nouvel outil est voué à l'échec s'il est trop éloigné des conceptions didactiques des enseignants, de leur savoir-faire et de leur pratique d'enseignement habituelle. C'est-à-dire qu'on peut être dans un laboratoire, construire un outil, si ça ne répond pas à un besoin, si l'outil ne tient pas compte des habiletés, ne tient pas compte des pratiques professionnelles, eh bien l'outil il peut rester sur une bibliothèque, sur l'étagère et ne pas être utilisé. Donc on sait que tout nouvel outil doit être le meilleur compromis entre les résultats de la recherche, donc ce qu'on appelle le souhaitable, que nous dit la recherche actuellement sur l'apprentissage et l'enseignement de la lecture chez les élèves qui présentent une déficience intellectuelle, donc de tenir compte des résultats de la recherche, mais de tenir compte également des exigences du métier, c'est-à-dire le raisonnable, quelles sont les pratiques habituelles des enseignants spécialisés quand ils enseignent la lecture aux élèves avec déficience intellectuelle. Donc pour notre outil, on s'est basé sur ces deux choses, la littérature scientifique d'un côté et notre compréhension des besoins des enseignants, notre compréhension, notre connaissance de leur pratique professionnelle. Donc si je démarre par la littérature scientifique, brièvement, vous dire que la compréhension, c'est l'interaction de deux choses, c'est l'interaction de compétences, de compréhension. Ça, c'est un modèle en A qui vous montre en haut la finalité de l'apprentissage de la lecture, c'est la compréhension à lecture.
mais qui nécessitent d'avoir des compétences de compréhension. Compréhension langagière, c'est l'axe rouge de ce modèle en A, et des compétences d'identification des mots, donc de décodage, d'être capable d'oraliser ou au moins de subvocalement de produire une réponse phonologique sur la base d'une information visuelle. Et on a à disposition pour identifier des mots, quand on est un lecteur expert, on a à disposition deux procédures. La procédure d'assemblage, on parle aussi de déchiffrage ou de décodage. Donc la procédure d'assemblage que vous avez à disposition pour lire les mots en rouge, par exemple. Donc ça, j'ai pris un petit texte en chimie ou en biologie. Peut-être que ce mot-là, vous ne l'avez jamais rencontré. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Donc la seule manière que j'ai de le lire, c'est de convertir chacun des graphèmes en phonèmes, et les phonèmes qui lui sont le plus fréquemment associés, puis de lire rutoxylitinib. Voilà, j'ai pas croché, je suis contente. Cytokine, donc des mots que je pourrais considérer comme des pseudomots parce que je ne les ai pas du tout dans mon lexique mental, je ne connais pas. Puis à côté de ça, j'ai à disposition une autre procédure, la procédure d'adressage, qui me permet de lire de manière tout à fait automatique, très rapide, des mots que j'ai déjà rencontrés, et en tout cas rencontrés un nombre de fois suffisant pour être stockés dans ma mémoire à long terme. Donc par exemple, le, c'est un petit mot que je connais, tac, dès que je le vois, dès que je traite la séquence LE, instantanément je peux prononcer le. Et puis par exemple, inhib, je traite toutes les lettres et je vois que la séquence de lettres INHIBE se prononce inhib parce que je le connais, etc. Donc tous les mots en vert, vraisemblablement, vous les avez adressés, vous ne les avez pas assemblés. Donc on va travailler spécifiquement, enfin plus précisément, on va s'intéresser majoritairement sur l'assemblage, en sachant que l'adressage est aussi important, mais on va travailler plus spécifiquement sur l'assemblage. Donc ici, on parle d'apprentissage en lecture. Si maintenant je regarde ce qui se fait au niveau de l'enseignement et ce que les travaux nous disent par rapport à l'enseignement de la lecture, je me réfère à une méta-analyse qui a été effectuée dans les années 2000 du National Reading Panel qui a ciblé 5 piliers d'enseignement de la lecture. Et déjà, au départ, il précise qu'il est nécessaire de fournir aux élèves un enseignement structuré et explicite, donc je vais revenir dessus, sur 5 piliers. La conscience phonologique, donc cette capacité-là à percevoir et à manipuler les différents sons, phonèmes, syllabes, etc. de la langue. Les conversions graphophonémiques, donc passer d'une information visuelle à une information écrite et vice-versa. Et le décodage qui vous permet d'assembler des phonèmes pour prononcer les mots. Le troisième pilier, c'est le vocabulaire également, donc on peut travailler sur le vocabulaire. On va travailler également à améliorer l'affluence en lecture, donc cette fluidité-là que l'on va chercher pour justement que les élèves n'aient plus toutes leurs ressources attentionnelles dévolues à l'identification des mots, mais puissent se concentrer davantage sur la compréhension. Plus ils ont une lecture fluide, moins ça surcharge leur mémoire, moins ça sollicite de ressources attentionnelles, de ressources cognitives, et comme ça, ils ont plus de ressources à disposition pour comprendre. Donc on vise l'affluence et la compréhension de texte qui peut être également enseignée de manière structurée et explicite. Alors juste revenir sur ce terme structuré et explicite, c'est quoi un enseignement explicite, direct et systématique? Cet enseignement-là, il se caractérise par 3 verbes, dire, montrer, guider. Donc dire, c'est rendre explicite pour les enfants, pour les élèves, les intentions et les objectifs visés dans la leçon. Donc c'est-à-dire que les élèves vont savoir ce qu'ils vont apprendre, comment ils vont apprendre, et on leur présente toujours au début de l'enseignement, de la leçon, l'objectif d'apprentissage. Donc on ne laisse pas découvrir à l'élève, on lui présente l'objectif d'apprentissage et on va rendre explicite et disponible pour les élèves les connaissances antérieures dont ils auraient besoin. On va articuler ça avec ce qui a été appris hier. Hier, on a appris à compter les syllabes d'un mot, on a appris à les frapper par exemple. Eh bien aujourd'hui, on va apprendre à les compter puis à trier dans des boîtes, mettre des mots qui renferment 2 syllabes, des mots qui renferment 3 syllabes, etc. Donc on articule comme ça avec les acquis précédents. Si on observe que les connaissances ne sont pas acquises, on les réinvestit, on les réactualise et après on passe à cet objectif-là. Ensuite, le deuxième verbe, c'est montrer. Montrer, c'est rendre la demande explicite
pour les élèves en exécutant devant eux la tâche à accomplir et en énonçant les raisonnements suivis à voix haute. C'est-à-dire qu'on va faire l'activité face à l'élève. On va lui montrer comment effectuer l'activité et on va mettre une sorte de haut-parleur sur son esprit. On va verbaliser les stratégies. Tu vois, là, je suis en train de compter. Alors, je fais 1, 2, 3. Alors, je fais 1, 2, 3. Voilà, j'ai 3 syllabes. 3 syllabes, OK. Après, je regarde les boîtes. Je vais mettre dans la boîte dans laquelle il y a 3 syllabes. Donc, on décortique comme ça l'activité et on la rend consciente aux élèves. Donc, on met vraiment un haut-parleur sur sa pensée pour que l'élève puisse entendre les procédures que je suis en train d'effectuer. Et puis, le troisième verbe qui caractérise l'enseignement explicite et direct et systématique, c'est le verbe guider, où on va chercher à ce que les élèves rendent explicite leur propre raisonnement ensuite, leur raisonnement qui est implicite en situation de pratique. C'est pour ça qu'on a une étape de pratique guidée, où l'enseignant va demander aux élèves d'effectuer ce qu'il a vu, enfin ce qu'ils ont vu effectué par l'enseignant, mais ils vont le pratiquer seuls avec l'aide de l'enseignant. Donc il y a un très fort étayage de la part de l'enseignant pendant cette phase de pratique guidée. Et puis l'enseignant leur fournit pendant cette phase-là une rétroaction appropriée afin que les élèves construisent des connaissances adéquates avant que les erreurs ne se cristallisent dans leur esprit. Donc il y a toujours des feedbacks correctifs, explicatifs sur ce que l'élève est en train d'effectuer. Et puis petit à petit, ce guidage s'atténue pour que les élèves puissent ensuite effectuer, donc, dans l'étape de pratique autonome, travailler la compétence eux-mêmes et l'entraîner pour qu'elle s'automatise et pour qu'elle devienne de moins en moins coûteuse au niveau attentionnel. Donc c'est pour ça qu'on a les 3 étapes qui caractérisent un enseignement explicite. C'est la mise en situation, l'objectif, je fais des liens avec ce qui a été précédemment appris, l'expérience d'apprentissage, où là, j'ai d'abord une phase de modelage. Je suis l'enseignant, je fais devant les élèves, je verbalise. Je demande après une étape de pratique guidée, où ce sont les élèves qui font avec moi en tant qu'enseignant, et une étape de pratique autonome, où les élèves font seuls et ils s'entraînent. Et on attend à ce qu'il y ait au moins 80% de réussite des tâches avant de passer à une autre activité. Donc on veut vraiment cet entraînement-là, que cet entraînement-là aboutisse à une automatisation des compétences et des connaissances qu'ils sont en train d'acquérir. Et puis la troisième, c'est l'objectivation, c'est-à-dire qu'à la fin, on va arrêter l'action, on n'est plus dans l'action, on est dans la compréhension. Donc qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui? Comment je suis parvenue à réaliser la tâche? Donc c'est là où on a une phase de synthèse. Donc ça peut être une synthèse orale à la fin de la leçon, ça peut être simplement une synthèse orale. Aujourd'hui, on a appris à faire ça. Comment on a fait ça? On a compté, on s'est aidé des doigts, on a appris les images, etc. Donc ça peut être tout à fait à l'oral, mais ça peut également être à l'écrit sur un petit cahier. On va, en une phrase ou deux, écrire la synthèse qu'on a co-construit ensemble avec la classe. Alors, ça, l'enseignement explicite, l'effet de l'enseignement explicite, il a été montré chez des enfants tout venant, chez des enfants en difficulté, chez des enfants qui pouvaient présenter des troubles 10, chez des enfants qui présentent une déficience intellectuelle. C'est une modalité d'apprentissage qui est valable pour la grande majorité des enfants et notamment pour les élèves qui présentent une déficience intellectuelle, et ce sont les élèves qui m'intéressent aujourd'hui. Donc les caractéristiques d'un enseignement efficace pour les élèves qui présentent une déficience intellectuelle, c'est un enseignement explicite et systématique avec un degré d'intensité suffisant. On sait que pour certains élèves, il va falloir 14 leçons pour acquérir 4 graphèmes, par exemple. Et pour certains élèves, il leur faudra 3 années d'apprentissage du décodage pour développer le décodage. Donc il faut un degré d'intensité suffisant pour que les élèves qui présentent une déficience intellectuelle puissent acquérir le décodage. Il faut que cet enseignement soit adapté au niveau des élèves. Et c'est souvent des difficultés de savoir où en sont les élèves. Et donc, quand on ne sait pas où en est vraiment l'élève, eh bien après, on a des difficultés à ajuster son intervention au niveau réel de l'élève. Alors souvent, les élèves à besoins éducatifs particuliers, et notamment ceux qui présentent une déficience intellectuelle,
on a des difficultés à les évaluer parce qu'on n'a pas d'outils à disposition. Donc c'est souvent une remarque que les enseignants font, c'est que les outils qui sont à disposition, ils sont soit pour des petits, soit pour des plus grands, mais ils ne sont pas adaptés pour leur élève. Donc après, sans connaître le niveau de l'élève, on a du mal à adapter son enseignement. Donc les évaluations régulières qui permettent justement d'adapter l'enseignement au niveau des élèves, c'est ce que je viens de dire à l'instant. On va aussi promouvoir un enseignement qui favorise l'engagement des élèves dans les activités en leur fixant dès le départ des objectifs précis et en donnant aux élèves le plus de contrôle possible sur leur progrès, donc en les mettant vraiment acteurs de leur apprentissage. On va proposer des enseignements qui donnent du sens aux apprentissages des élèves, c'est-à-dire que dans l'enseignement du décodage, très rapidement, on va travailler sur des petits mots, on va travailler sur des petites phrases, on va travailler sur des petits textes pour que les enfants puissent mettre du sens au niveau de leurs apprentissages. Et finalement, on va intégrer pour les élèves qui présentent une déficience intellectuelle toutes les composantes que l'on connaît, toutes les composantes d'un enseignement de la lecture qui est reconnu comme probante avec ce type de public. On s'est intéressé, on a mené une méta-analyse il y a 2 ans en arrière sur les méthodes les plus favorables pour développer les compétences de décodage des élèves et on a comparé les méthodes phoniques, donc qui mettent un accent particulier sur la conscience phonologique, sur la conversion des graphèmes en phonèmes, des phonèmes en graphèmes et sur le décodage-encodage, donc le pendant, enfin la lecture et l'écriture. Et on a montré, donc on a répertorié des recherches qui répondaient à un certain nombre de critères de scientificité. Et ces recherches-là, elles ont montré que les méthodes phoniques ont des effets significatifs sur les compétences de décodage par rapport à d'autres méthodes qui seraient plus des méthodes globales, par exemple. Donc il y a un effet prépondérant. Toutes les études qui ont utilisé les méthodes phoniques avaient utilisé une approche systématique et toutes sauf une avaient utilisé un format individuel auprès de ce public-là avec déficience intellectuelle. Et quand on regarde les modérateurs de cet effet significatif des méthodes phoniques, on voit que l'enseignement est un modérateur, donc plus l'enseignement explicite, pardon, plus l'enseignement est explicite, plus les compétences seront élevées, et que par contre, bonne nouvelle, c'est que le type d'instructeur n'est pas un modérateur, c'est-à-dire que dans les recherches qui ont été répertoriées ici, que l'enseignement ait été proposé par un auxiliaire de recherche, un enseignant ou un logopédiste, ça n'a pas d'effet sur les performances des élèves. Ce qui signifie que l'outil, s'il est bien conçu, les outils ici en individuel, on était essentiellement en format individuel, hein, effectivement. Donc ici, à partir du moment où déjà l'outil est bien pensé, on a quand même des effets positifs chez les élèves. Alors voilà ce que dit la littérature scientifique. Maintenant, donc je vous ai dit, pour concevoir un outil, on va se référer à la littérature scientifique d'un côté, mais on va se référer aussi aux besoins des enseignants et aux pratiques professionnelles des enseignants. Donc on a essayé de voir quels étaient les besoins des enseignants du terrain, quels étaient les besoins du terrain, quelles étaient les pratiques professionnelles et notamment donc, quels sont les facilitateurs à l'enseignement de la lecture aux élèves ayant une déficience intellectuelle. Donc selon les enseignants, qu'est-ce qu'ils estiment être pour eux des facilitateurs quand ils doivent enseigner la lecture auprès de ce public, mais quels sont les obstacles également qu'ils rencontrent. Et puis au niveau de l'enseignement spécifique de la lecture, c'est quelles composantes de la lecture sont enseignées, donc par les enseignants spécialisés, et nous nous sommes référés à des enseignants spécialisés qui travaillaient donc avec ce type de public d'élèves dans des institutions spécialisées. La recherche qu'on a menée, le projet de recherche qu'on a mené s'intéressait à des enseignants en institutions spécialisées. Et quelles sont les composantes qui sont enseignées par ces enseignants-là? Donc ça, il y avait 2 objectifs. Facilitateur obstacle à l'enseignement de la lecture, et puis à côté de ça, deuxième objectif, connaître les composantes de la lecture qui sont enseignées et comment elles sont enseignées. Donc pour avoir des informations précises sur ces 2 aspects-là, on a proposé des entrevues de groupe, des observations de leçons. On a demandé à des enseignants de mener 2 leçons de lecture comme ils ont l'habitude de les mener, donc sans changer du tout leur pratique.
Donc on a dit on va juste aller observer comment vous vous y prenez pour une leçon d'apprentissage, pour une leçon de lecture. Et puis on a analysé les projets éducatifs personnalisés d'au moins 2 élèves non décodeurs dans la classe. Donc on a regardé quels étaient les objectifs qui apparaissaient dans les projets éducatifs individualisés. Est-ce qu'ils concernaient la lecture? Si oui, quelles étaient les composantes qui étaient spécifiées dans ce PEI? Donc on essayait d'avoir un peu une photographie auprès donc, de 35 enseignants spécialisés de 24 classes donc, qui accueillaient des élèves avec déficience intellectuelle. Et dans ces 24 classes, il y avait en général entre 3 à 8 élèves, avec une moyenne de 5 élèves par classe, âgés de 6 à 12 ans. Alors, que nous ont dit les entrevues? Alors, les entrevues, par rapport aux obstacles que rencontrent les enseignants. Bon nombre d'enseignants rapportent manquer de connaissances théoriques sur l'enseignement-apprentissage de la lecture auprès du public avec déficience intellectuelle. Soit ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment formés, soit qu'ils n'ont pas, que leur formation ne leur a pas fourni suffisamment de pistes concrètes pour enseigner la lecture. Donc ça, c'est le premier obstacle qu'ils ont mis en évidence. Le deuxième, c'est la difficulté qu'ils ont à évaluer les acquis des élèves. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'évaluation régulière, eh bien, les enseignants spécialisés évoquent vraiment cette difficulté-là à évaluer leurs élèves, parce que les outils ne sont pas nécessairement adaptés pour leur public. De la même manière, les outils d'enseignement, les méthodes d'enseignement ne sont pas adaptées. Donc, ils disent manquer de méthodes d'enseignement. Alors, soit les méthodes, elles vont trop vite, donc vite les enfants sont largués, entre guillemets, soit les méthodes, elles sont adaptées pour des petits, donc en utilisant des choses pour des 5-6 ans avec des élèves qui peuvent avoir 10 ans. Ben voilà, ça ne correspond pas à l'âge chronologique de l'élève. Donc il manque, les enseignants relatent un manque de méthodes d'enseignement adaptées. Ils parlent également, ces enseignants-là, des difficultés de certains élèves à s'exprimer par oral. Il y a certains enseignants qui disent que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer à l'oral est un obstacle à l'apprentissage de la lecture. Et ce que la littérature a infirmé justement, c'est que des élèves non-verbaux, qu'on pourrait qualifier de non-verbaux, avec déficience intellectuelle non-verbaux, peuvent accéder à la lecture à partir du moment où ils ont des moyens adaptés à ce public-là, avec des méthodes où on va pointer, etc. Mais le fait de ne pas savoir parler, ce n'est pas un obstacle à l'apprentissage de la lecture. Ce n'est pas un obstacle, ça rend moins facile, effectivement, mais je veux dire, ça va être un obstacle qui va pouvoir être sauté et on peut enseigner la lecture auprès de ces élèves-là. Et puis, le dernier obstacle que les enseignants spécialisés ont relaté, c'est la fluctuation des acquis chez les élèves, avec cette impression d'un incessant recommencement. Hier, il sait, aujourd'hui, il ne sait plus. Eh bien, on va réapprendre. Et puis, ça fait 14 semaines qu'on est toujours sur les 3 mêmes sons, mais ces 3 mêmes sons ne sont pas automatisés, donc on continue de travailler sur ces 3 mêmes sons. Donc c'est cette impression d'un incessant recommencement du jour au lendemain, donc ne pas baisser les bras, c'est des fois difficile. Et puis les facilitateurs dont ils ont mentionné l'intérêt, c'est la connaissance pratique, les connaissances pratiques acquises sur le tas. Donc, ce sont des facteurs qui vont être des facilitateurs pour eux, tout ce qu'ils ont acquis avec des recherches personnelles, en demandant aux collègues, etc. Donc, c'est un soutien pour eux, notamment les ressources, les personnes ressources, par exemple les logopédistes dans les institutions, qui sont souvent sollicités pour des questions en lien avec la lecture-écriture. Donc ça, c'est noté comme étant un facilitateur pour les enseignants spécialisés. Il s'appuie aussi sur le plan d'études roman pour formuler les PEI. Donc par rapport aux objectifs qu'il y a dans le plan d'études roman, eh ben, ça les aide à guider leur enseignement. Et ils disent également que l'intérêt pour la lecture chez les élèves est aussi un déclencheur. Des fois, tac, un élève, il a envie et ils vont sentir que ça va marcher. Ça va marcher davantage qu'il y a 15 jours où l'enfant n'avait pas envie, enfin ne montrait pas un intérêt pour la lecture. Donc voilà, ils ont relaté ces 4 facilitateurs-là. Sans rentrer dans le détail des observations, juste vous dire qu'on a 92% des observations faites qui montrent qu'on enseigne les conversions graphème-phonème.
Donc ça, c'était une bonne chose. On était content de voir qu'il y a un enseignement des correspondances graphème-phonème qui est effectué dans les classes qui ont été observées. En revanche, cet enseignement-là n'est pas systématique et n'est pas forcément progressif. C'est-à-dire qu'il y a des fois un enseignement qui se fait, ben voilà, on va travailler quelques mots, on va travailler quelques conversions graphème-phonème sans avoir réfléchi à une progression en termes de difficulté d'acquisition de ces graphèmes-phonèmes. Mais en tout cas, il y a de l'enseignement des correspondances graphème-phonème. Alors maintenant qu'on connaît mieux la littérature scientifique, maintenant qu'on connaît mieux les besoins des enseignants et leur pratique professionnelle, eh bien, le travail qu'on a mené dans l'équipe Elodie, c'était d'adapter des méthodes anglophones, puisqu'il n'y avait rien en français. Il n'y avait rien à disposition des enseignants francophones par rapport à cet enseignement-là de la lecture chez les élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Donc on a adapté des outils aux caractéristiques du français, bien évidemment, et puis au contexte, et on a associé très tôt des enseignants dans la conception de cet outil-là, et notamment, je remercie les 3 étudiantes qui sont maintenant enseignants spécialisés, qui avaient participé au tout début de la conception de cet outil et qui nous avaient fait des feedbacks, qui avaient expérimenté l'outil dans leur classe. Et donc, leurs allers-retours étaient très riches. Mais pendant toute la conception, on a demandé aux enseignants d'utiliser l'outil et on a fait comme ça des va-et-vient entre le laboratoire et la salle de classe. Donc, l'outil final, il s'appelle Decodee. Tous les droits d'auteur sont intégralement reversés à des associations caritatives. Alors, achetez, comme ça, on donne. Donc voilà, on a des objectifs précis en termes de conscience phonémique avec une progression qui est réfléchie au départ où on travaille sur des sons, on identifie les phonèmes en début ou fin de mots parce que c'est une activité qui est assez aisée et puis petit à petit on complexifie, on va fusionner 2 phonèmes entre eux pour donner une syllabe, on va fusionner 3 phonèmes entre eux pour donner une syllabe, on peut également allonger les phonèmes dans les mots, ça va nous préparer l'élève à l'encodage. Donc ça, ce sont des objectifs en conscience phonémique. On a des objectifs en correspondance graphème-phonème et on commence par des correspondances graphème-phonème les plus stables. Donc on va commencer par exemple avec A, R, U, I et puis petit à petit, on va avoir des correspondances avec des phonèmes qui ne sont pas allongeables. Par exemple, B, ben, vous pouvez pas faire, vous pouvez faire R, mais vous ne pouvez pas allonger le B. Donc non allongeable. On va travailler sur des digrammes stables et des digrammes fréquents, et puis après les règles du code, etc. Donc il y a toujours cette progression-là que l'on observe également pour les correspondances graphème-phonème et également pour le décodage, où on commence avec des petites syllabes consonne-voyelle, voyelle-consonne. Après, on introduit 3 phonèmes et puis petit à petit, on va arriver à lire des mots-outils, on va introduire la ponctuation pour qu'à la fin, l'élève puisse lire des petits textes. Donc on a la progression ici. Et on a des objectifs qui ne sont pas majoritaires, mais qui s'observent dans Decodee. On a l'encodage et la calligraphie, on a le vocabulaire et on a les stratégies de compréhension écrite qui apparaissent également dans Decodee. Au niveau des stratégies d'enseignement, donc je vous ai parlé d'un enseignement explicite et systématique, le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome. On a aussi un système de feedback systématique où on propose, alors par exemple là c'est de la dénomination, enfin non, on demande à l'élève de donner le son de la lettre, on lui présente la lettre A, l'élève vous dit R. Dans ce cas-là, l'enseignant répond, cette lettre fait le son A. Amélie, quel son fait cette lettre? On réinterroge tout de suite l'élève. Après lui avoir donné la bonne réponse, on réinterroge tout de suite l'élève. On attend la réponse de l'élève. Si l'élève donne la réponse correcte, on la félicite. Si l'élève donne la réponse erronée, on lui redonne la réponse correcte et on s'arrête là. Donc on a introduit ce système de feedback systématique qui a fait ses preuves auprès d'élèves qui ont une déficience intellectuelle. Si l'élève ne répond pas, on attend 4 secondes. Et tout de suite, on donne la bonne réponse. Vous voyez, on ne corrige pas, on dit non, cette lettre ne fait pas le son RE, elle fait le son A, on donne tout de suite la bonne réponse. Donc on a ce système de feedback systématique que les enseignants expérimentateurs là, qui ont expérimenté Decodee, en fait,
utilisent pour décoder, mais nous ont dit aussi utilisés dans d'autres types de leçons, les mathématiques, etc. Donc c'est quelque chose qu'ils ont après introduit dans leur pratique. Au niveau des incitations et de l'étayage, on va du moins intrusif au plus intrusif. Par exemple, ça peut être, si l'élève ne regarde pas, un geste pour que l'élève puisse se retourner puis regarder le mot que vous êtes en train de lui montrer, jusqu'à prendre la main de l'élève et prendre le doigt de l'élève pour lire avec lui le mot. Donc on a un système comme ça d'incitation de la moins à la plus intrusive. Et puis on a des évaluations régulières des objectifs prioritaires pour déterminer l'avancée dans le programme. Donc selon les évaluations, on refera la leçon ou alors on pourra aller plus loin. Donc on a ces évaluations régulières qui sont proposées et qui sont adaptées pour ces élèves. Et les évaluations, elles portent sur la connaissance des conversions graphèmes-phonèmes, sur le décodage des petites unités et également sur le décodage d'unités plus longues et plus complexes. On a parfois des récompenses parce que des fois ça fait plaisir d'avoir une gommette. Et puis des fois, ça peut être aussi un moyen d'avoir des petits pictos, d'avoir des choses comme ça. On a des révisions à la fin des modules, on révise fréquemment les graphèmes, les conversions graphèmes-phonèmes qui ont été acquises précédemment. Et puis ces révisions, elles sont cumulatives. Et on met en évidence de manière régulière ce qu'il s'agit d'apprendre. Donc on a toujours cette volonté d'avoir que les élèves savent ce qu'ils sont en train d'apprendre. Alors, par exemple, une leçon sur un graphème, on va introduire la leçon, on annonce l'objectif, on présente une comptine qui renferme le phonème cible, on va travailler sur la correspondance, par exemple le R, on présente en minuscule, en majuscule, et on dit aux élèves minuscule et majuscule, et ça rentre très bien. Ils sont vraiment capables de distinguer minuscules et majuscules. Donc on introduit la correspondance graphème-phonème. On a des tâches de conscience phonémique où on demande aux élèves de mettre dans une boîte tous les mots qui commencent par le son. Là, par exemple, par le son J. Donc ils doivent mettre les cartes qui représentent un mot qui commence par le son J. Et puis on va apprendre également le geste d'écriture avec le doigt sur le modèle en disant le nom de la lettre, U. Donc en énonçant le son que fait la lettre. Et puis on a une synthèse et on a une évaluation formative. Donc ça, c'est quand on introduit la conversion graphème-phonème. Je vois que je suis plus long moi aussi, 32 minutes. Après, la calligraphie, on annonce l'objectif, on apprend le geste d'écriture avec un feutre sur un modèle en gris. On propose après à l'élève d'écrire soi-même avec le feutre sans modèle, et puis après, ils ont un petit cahier qu'ils peuvent prendre à la maison, qui peuvent, un peu comme le cahier pour d'amener à la maison. Donc, ils ont un petit cahier qu'ils peuvent amener à la maison pour l'écriture. On synthétise, on fait une évaluation formative. Le décodage, on annonce l'objectif, on répète les correspondances graphèmes-phonèmes qui ont été précédemment acquises, on va fusionner des phonèmes à l'oral, donc on peut utiliser des Legos, par exemple, pour bien montrer que ça fait fa. Parce que ça, c'est vraiment une difficulté qu'on retrouve chez les élèves, chez les élèves tout venant, mais beaucoup chez les élèves avec déficience intellectuelle, cette fusion-là qui est difficile. Et on leur enseigne une procédure de décodage systématique où on a une petite carte sur laquelle il y a une petite flèche et on va d'abord demander à l'élève de donner le son de chacune des lettres qu'il va voir, donc de lire chaque graphème, ici de dire R, I, et puis de l'allonge. Ensuite, de lire la syllabe de manière lente, et ensuite de la lire de manière rapide. Et je vais vous montrer un petit exemple. Alors, j'espère que le son va marcher. Mais l'enseignante, là, elle fait lire la syllabe OF. Donc, elle demande d'abord à l'élève de dire O, F, et puis de lire vite OF. Et puis après, l'élève va lire plus lentement, va lire off, et après elle va contextualiser en disant tu as vu, tu as lu off comme dans offrir. Tu pourrais lire le mot offrir. Donc donner du sens aux apprentissages. On n'apprend pas les syllabes pour apprendre les syllabes, on apprend les syllabes pour apprendre des mots après, pour être capable de lire des mots. Donc c'est pour ça qu'elle recontextualise.
on a une phase de synthèse et puis vous voyez qu'on va apprendre au début des syllabes, après des petits mots déchiffrables. On a choisi également de mettre en grisé les lettres muettes et puis des mots un peu plus longs, etc. Et puis l'encodage, on va annoncer l'objectif, on va répéter les correspondances graphèmes-phonèmes, on va allonger les phonèmes dans les mots. On va travailler justement sur cet allongement parce que ça va être une aide après pour l'encodage. Donc vraiment pour l'écriture des mots. Donc par exemple, luge, on demande à l'élève de faire luge pour bien percevoir que luge renferme 3 phonèmes. Et puis on lui demande de les écrire avec des lettres mobiles. Ils ont une petite carte blanche avec une flèche pour bien matérialiser le sens de l'écriture. Et puis, ils vont choisir les lettres et ils vont mettre lu, par exemple lu, comme dans luge, et ils vont écrire avec ces lettres mobiles-là. On a choisi d'utiliser des lettres mobiles pour vraiment travailler l'encodage, pour que les dimensions vraiment motrices, graphomotrices, n'altèrent pas les compétences d'encodage. Ensuite, ils vont écrire des syllabes et des mots, etc., avec un crayon. Mais au départ, on travaille avec des lettres mobiles, et notamment parce que ce public-là aussi peut avoir des difficultés au niveau moteur, et certains élèves auront des difficultés à acquérir l'écriture manuscrite. Donc, ils vont écrire des syllabes, synthèse et évaluation formative. Et puis, on arrive à des leçons de fin de module. Donc, vous avez des modules, une leçon de fin de module de révision, et on arrive à la fin à lire des petites phrases comme « La jolie Félie, elle rit », avec un travail également sur la compréhension. Et alors, quand on a fini cet outil-là, on a voulu l'expérimenter. Donc, on avait 2 groupes d'enseignants volontaires, un groupe d'enseignants à qui on a donné la méthode Decodee avec tout le matériel, et un groupe d'enseignants à qui on n'a pas donné la méthode Decodee, on l'a donnée un an plus tard. On leur a promis qu'on allait leur donner un an plus tard, mais on ne leur a pas donné cette année-là. Donc, ils étaient frustrés, mais tant pis, ils ont attendu un an qu'elle soit publiée. Donc, on leur a dit, vous allez continuer d'enseigner la lecture comme vous l'enseignez de manière habituelle. On leur a fourni quand même du matériel supplémentaire pour les remercier de participer à notre recherche. On leur a donné du matériel de lecture interactive, c'est-à-dire des albums de littérature enfantine adaptés à l'âge de leurs élèves, mais avec des textes en facile à lire et à comprendre. C'est-à-dire qu'on leur avait proposé des livres dans lesquels on avait mis des petits feuillets, et puis c'était en langage facile à lire et à comprendre. Parce qu'on a observé aussi que souvent ces élèves-là, de 10 ans, on leur faisait lire Tchoupi, quoi. Donc à un moment donné, Tchoupi à 10 ans... Alors, classique, un plan d'expérimental très classique. On a fait des pré-tests en septembre. On a donné le matériel Decodee au groupe expérimental de septembre au mois de mai. Pour le groupe témoin, ils ont continué leur pratique habituelle. Et on a proposé des tests à la fin pour voir s'ils progressaient en conscience phonologique, pour voir s'ils progressaient au niveau de la connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes et pour voir s'ils progressaient en encodage. Alors, en conscience phonologique et en correspondance graphème-phonème, il n'y a pas de différence entre les 2 classes. Ce qui veut dire qu'on travaille aussi dans les autres classes, à la conscience phonologique, on travaille également sur les correspondances graphème-phonème. Par contre, on a des différences quant au décodage. C'est-à-dire que quand on leur a proposé aux élèves le test élaboré sur la base des mots qui avaient été enseignés dans la méthode, eh bien, on voit que les élèves qui ont été entraînés ont des performances supérieures aux élèves non entraînés, donc du groupe témoin. Il y a un effet moyen, un effet significatif et un effet moyen sur ce test-là, Élodie. Si on regarde sur un test standardisé, on a un effet qui est tendanciel. On est à 0,06 alors qu'on pourrait dire que l'effet est significatif à 0,05, mais on n'a pas ce 0,1. Donc, on peut dire que c'est tendanciellement significatif, ce qui veut dire que ce que les élèves ont appris avec la méthode Decodee, en fait, ils sont capables de le transférer à des mots nouveaux, ce qu'on cherche à faire. Au niveau de l'encodage, on a également un effet qui est tendanciellement significatif. Donc voilà, je vais conclure avec 3 dias, je fais comme toi. En fait, je conclus... Donc, en conclusion, le matériel Decodee semble efficace pour enseigner le décodage auprès d'élèves avec DI, mais il y a une très forte hétérogénéité dans les progrès des élèves en décodage, où on a certains élèves où ça a été vraiment très difficile, et puis d'autres qui ont décroché, puis qui ont vraiment fait des progrès phénoménaux.
La méthode Decodee, le matériel Decodee semble prometteur pour enseigner également l'encodage, ce que l'on ne retrouvait pas dans pas mal de méthodes de lecture. Donc là, on a l'avantage, on a travaillé les deux aspects, encodage et décodage dans notre méthode. Maintenant, vous avez à disposition donc, sur notre site, sur le site Elodie, du matériel, de l'outil d'évaluation des premiers apprentissages en lecture. Donc on a construit du matériel qu'on a mis à disposition. On a également une application Decodee sur iPad qui est disponible. Donc on peut entraîner comme ça, on peut continuer à travailler soit en classe, continuer à travailler à la maison sur ces conversions graphème-phonème et sur ce décodage. On a des supports en facile à lire et à comprendre qu'on rend également accessibles. Donc il suffit d'acheter l'ouvrage et puis vous avez toutes les adaptations. Donc c'est à vous de découper, mais après vous pouvez avoir un manuel qui est complètement adapté en facile à lire et à comprendre pour vos élèves. Et un matériel qui est en cours de création, c'est la suite des modules, parce que vous avez vu, on a 5 modules, mais ça continue. Il y aura un Decodee 2 qui sera disponible normalement au printemps prochain. Et on est actuellement en train de travailler sur une adaptation de Decodee aux élèves non-verbaux, donc aux élèves qui présentent des besoins complexes en communication. Et je vous remercie de votre attention.